Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecter Bécomo, salle comble à la présentation du projet de Hy2Gen. Des messages mystérieux sur les bancs de neige de la Côte-Nord. Québec fait connaître ses attentes aux paramédics en grève et des garde-corps rehaussés ce printemps à la place Autrive. Une centaine de membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan ont assisté à la présentation de la compagnie Hy2Gen le 3 février. Cette entreprise veut construire à Bécomo une usine de production de nitrate d'ammonium, soit l'un des composants des explosifs miniers. On parle des investissements de près de 3 milliards de dollars dans notre région. Donc, on parlait de 300 emplois directs, mais on parle aussi de notre vision d'Hy2Gen, c'est un écosystème qui va être créé, là. Au cours de la conférence, les représentants de Hy2Gen ont expliqué qu'ils prévoient d'abord sélectionner un entrepreneur général ayant l'expertise requise. Reste pour les entreprises locales l'espoir de dénicher des contrats en sous-traitance. On va avoir besoin d'une partie d'expertise locale. C'est obligatoire. On ne peut pas développer un projet uniquement à partir de Montréal ou de l'étranger. Ça n'existe pas. Il faut qu'on ait la connaissance du milieu sur différents aspects qui peuvent être purement techniques. Il faut qu'on ait aussi une présence locale avec des sous-traitants locaux. Donc il est important qu'on puisse identifier ces partenaires le plus tôt possible pour les inclure leurs contraintes également dans la phase de construction et d'exploitation du projet. Au plus fort des travaux de construction de l'usine, qui sont prévus entre 2027 et 2030, Hy2Gen s'attend à faire travailler jusqu'à 1200 personnes. Ce sera 300 emplois permanents par la suite. La compagnie cherche à éviter le travail par navettage, aussi appelé fly-in, fly-out. Là, c'est tout l'intérêt d'identifier les firmes locales qui vont pouvoir travailler sur certains aspects du projet. Il y aura forcément des travailleurs qui viendront soit du sud du Québec ou d'autres régions du Canada, voire même de l'étranger. Ça, on ne pourra pas l'empêcher pendant la phase de construction. Par contre, plus on va pouvoir mobiliser les acteurs locaux, plus on va pouvoir avoir du contenu local. Ça, c'est pour la phase de construction. Après, pour la phase opérationnelle, on veut au maximum avoir ces emplois permanents ici à Bécomo. Ça veut dire que dès aujourd'hui, on veut travailler avec le secteur académique, la cégep et tous les acteurs du milieu de l'emploi pour définir les types de profils, les formations à mettre en place ou qui sont existantes, pour ensuite pouvoir identifier les gens le plus tôt possible ou les former. C'est sûr que les gens vont devoir s'impliquer dans ce processus-là. C'est pas vrai que 300 travailleurs qualifiés vont apparaître demain matin pour répondre à leurs besoins. C'est aux abords des premiers kilomètres de la route 389 que doivent se dérouler les travaux de construction de l'usine. Mais avant la première pelletée de terre, il reste d'importantes étapes à franchir en 2026. C'est une année importante parce qu'il y a deux échéances principales en 2026. La première, c'est la réalisation des études d'avant-projet détaillées, qui sont des études qui coûtent plusieurs dizaines de millions de dollars et qui prennent quand même plusieurs mois à réaliser et qui sont le préalable à la décision finale d'investissement du projet et pour démarrer la construction. L'année 2026 sera également marquée par le processus d'évaluation environnementale. Pour arriver à l'octroi d'un décret d'autorisation environnementale. Donc tout ça, ça se passe en même temps en 2026. Donc c'est pour ça que c'est une année qui est importante pour le projet. Pour en apprendre davantage sur le projet d'usine de nitrate d'ammonium, vous pouvez vous rendre à une séance d'information pour le grand public donnée par Hy2Gen au pavillon du CEDFOB du Cégep de Bécomo le jeudi 12 février à compter de 18h. Au cours de la dernière semaine de janvier, de mystérieux messages sont apparus sur les bancs de neige de Bécomo et d'autres régions de la Côte-Nord. Leurs auteurs, la CSN et différents organismes communautaires, ont attendu le 30 janvier pour fournir des explications. Ça a permis aux différents acteurs autour de la table à mettre de l'avant leur message. Au niveau communautaire, on a parlé d'itinérance, on est rendu à 5 féminicides, là, on n'est même pas au mois de février, là, donc il y a des groupes de femmes aussi qui ont voulu mettre ça en lumière. On a parlé de sous-financement et de manque de ressources dans les organismes, puis c'est ça. Donc pour nous, c'est un moyen qui était extrêmement visible, qui allait disparaître de lui-même puis qu'elle allait rien vandaliser. Là. Donc, je pense que pour ça, c'est absolument réussi.
À l'aube du dépôt du budget provincial 2026-2027, les organismes communautaires et la CSN demandent au gouvernement d'agir pour contrer la hausse du coût de la vie et améliorer l'accès aux services publics, notamment. On a starté nos moyens d'action. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement écoute les citoyens et les citoyennes de la Côte-Nord, puis les travailleuses et les travailleurs de la Côte-Nord, qu'il y ait des choses qui soient mises en place. C'est important. On a une crise présentement, ça va vraiment pas bien. Puis on leur dit que pour le peu de temps qu'il leur reste au pouvoir, bien qu'ils s'en servent donc pour justement écouter leurs citoyens et leurs citoyennes. Je ne sais même pas par où commencer tellement ça va mal. J'irais peut-être sur les services publics. On a vu beaucoup sur la Côte-Nord des services déménagés dans d'autres régions. Les services qu'on a pu ici, qu'il faut aller. Je prends par exemple la régie de l'Otal, c'est à Rimouski. Il y a des services au niveau de la santé qui ont été transférés à Chicoutimi, des ministères, etc., etc. Donc ça, c'est jamais une bonne nouvelle pour une région. Et ça a un impact, en fait, là, sur l'accessibilité à ces services-là. Le gouvernement fédéral, là, malgré que c'est pas une réussite, là, a annoncé qu'il y aurait un rajustement avec la TPS qui donnerait un peu plus. Le gouvernement du Québec, il dit rien, il annonce rien. Fait que, oui, des fois, les gouvernements y entendent un peu. C'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait plus qu'un petit retour de TPS, mais au moins, le fédéral entend un peu qu'il y a de la pauvreté puis que les gens ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Est-ce que le gouvernement de la CAQ a sorti après? Est-ce qu'il a fait la même chose? Non. Le Québec doit aller mieux, la Côte-Nord aussi. Voilà le titre d'un dépliant non signé remis au cours de la semaine par les organismes communautaires et la CSN qui place la problématique de l'accès au logement en tête de liste. Beaucoup d'autres vulnérabilités. Mais c'est la clé de voûte, c'est ça. Là. La financiarisation du logement qu'on a vu que c'est accentué aussi avec le gouvernement actuel fait en sorte que le logement n'est plus nécessairement un placement ou un lieu où on garde la valeur, mais on a de plus en plus justement des gens qui s'improvisent entrepreneurs immobiliers, qui se concertent sur les réseaux sociaux, se font des webinaires, des focus groups sur comment optimiser. On parle d'optimisation, mais ça, en fait, c'est comment évincer des gens, comment évincer des personnes âgées. On a des mères monoparentales avec des difficultés financières de se payer un logement puis de nourrir ses enfants parce qu'un rôti de palette à 37 $, ça commence à plus faire sens. Là, t'sais. Par rapport à la crise du logement, ça prendrait des mesures de contrôle. Ça, c'est clair. Ça, présentement, là, c'est le free-for-all, c'est la jungle. Là. On voit des 4,5 qui se transforment en 2 chambres séparées avec une pièce, avec des pièces communes à 950 $ la chambre. Là. Il n'y a plus personne qui peut se payer ça. Il n'y a pas d'étudiants non plus qui peut se payer ça. Donc, ça prendrait des mesures de contrôle. Registre du loyer. Pour savoir, il coûtait combien ton loyer que tu vas prendre là, avant que tu rentres dedans. Et bon, il y en a, vois-tu, je te parle juste de logement, donc il y en a des mesures qui peuvent être mises en place. Le discours sur le budget. Des dizaines d'autres organismes et entreprises tentent d'influencer le gouvernement du Québec en déposant leur mémoire aux consultations prébudgétaires 2026-2027 qui sont en cours actuellement. La date du dépôt du budget n'est pas encore connue. Les ambulanciers de Bécomo poursuivent leur grève entamée le 24 décembre. Représentés par la Fédération du préhospitalier du Québec, ils ont maintenant une meilleure idée des attentes du gouvernement provincial pour le renouvellement de leur contrat de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est ça, la grève s'est déclenchée. La prochaine séance de négociation a été tenue à Montréal le 26 janvier dernier. À l'endroit où on a reçu également le cahier de demande de l'employeur. C'est pas nécessairement une offre qu'on a eue sur le table, mais plutôt leur cahier de demande. Qu'est-ce qu'eux veulent demander pour avoir une entente sur une convention collective? De ce document-là que nous avons reçu, c'est vraiment un recul pour les conditions de travail des paramédics. Les négociations achoppent notamment au niveau de l'âge de la retraite. Présentement, pour qu'un paramédic puisse partir à la retraite sans pénalité, il doit partir après 60 ans. Et s'il veut pas avoir une diminution de sa rente, doit partir à 65 ans. Puis c'est pour ça que nous, notre demande principale de la part de nos membres, c'est d'améliorer et bonifier la retraite, donc qu'on puisse partir avant 60 ans sans avoir des méga pénalités. Puis là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous offre dans leur cahier, c'est de mettre des pénalités plus grandes à ceux qui partent avant 60 ans. Pour nous, c'est inconcevable. On est vraiment à l'opposé de nos demandes.
Les paramédics veulent avoir la possibilité de quitter pour la retraite plus tôt en raison des exigences de leur emploi. Puis le travail des paramédics, comme je mentionnais, c'est un travail qui est dur sur la santé physique et psychologique. Les paramédics sont confrontés durant une carrière à avoir des atrocités. À cela s'ajoute la question salariale. Le syndicat voudrait avoir la même augmentation que les autres employés du réseau de la santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre convention collective, vu qu'elle tombait à échéance au 31 mars 2025, on demande d'avoir les ajustements salariaux pour 2025 à 2026, 2026 à 2027 et de 2027 à 2028, donc soit 3 ans. C'est pas nécessairement le 17 % des 5 ans de la fonction publique, mais les 3 dernières années, une équivalence de ça. On ne demande pas plus, on ne demande pas moins. Des rencontres avec l'employeur sont prévues jusqu'en juin. Sur la Côte-Nord, la Fédération du préhospitalier du Québec compte environ 75 membres répartis entre Sacré-Cœur et Baie-Trinité, en passant par Schefferville. Au cours du printemps prochain, les clôtures temporaires ajoutées à la place Haute-Rive seront chose du passé. La firme Franzi a obtenu un contrat de près de 86 000 $ pour modifier les garde-corps existants afin d'en augmenter la hauteur. Bien, moi, les informations qu'on m'a données là, sur le plan des architectes et des ingénieurs paysagers qui ont eu à travailler sur ce dossier-là, c'est que le prestataire de service là, qui a fait le design l'a fait de façon conforme aux normes selon les règles de l'art. Si la ville de Bécomo a choisi d'augmenter la hauteur des garde-corps, c'est en raison de craintes liées à la sécurité de certains citoyens plus téméraires. Maintenant, malgré le fait que c'était conforme aux règles de l'art, il y a des gens qui sont très créatifs au niveau de la témérité et qui ont décidé de commencer à escalader ces infrastructures-là. Alors, devant plusieurs plaintes qu'on a reçues, puis en étant soumis cette notion de dangerosité aux membres du Conseil, bien, le Conseil a décidé d'autoriser qu'on procède à des modifications qui n'étaient pas des modifications juridiquement nécessaires, mais qui, pour prévenir des accidents, parce qu'il y a des personnes qui, des fois, peuvent, disons, manquer de jugement. Le Conseil a accepté pour une question de sécurité. Ce que ça fait notre affaire, ça fait pas notre affaire du tout. Obligé d'investir 86 000 $ pour des gens qui réfléchissent pas avant de faire de quoi. Mais c'est ce que ça donne. Ça coûte 86 000 $ aux citoyens, mais il fallait le faire. Il fallait rendre ça sécuritaire. Il ne s'agit toutefois pas d'une solution parfaite. On récupère les rampes qui étaient déjà en place, puis Franzi va les adapter. On n'envoie pas de ça au recyclage à la poubelle. Là. Ils vont être réutilisés, ils vont être modifiés afin de permettre de rendre ça beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, là, parce que tout le monde qui est très créatif, qui fait du parcours, va trouver un moyen là, de passer au travers de ça. Là, puis, je dirais, à moins qu'on électrifie la clôture, il y a quelqu'un qui va s'accrocher dessus. Là. Mais au moins, on va essayer de rendre ça plus difficile d'accès. La place Haute-Rive a été inaugurée officiellement en juin 2024. Sa réalisation a coûté près de 2,7 millions de $.